Bonjour à tout le monde, aujourd'hui nous initions une série de cours sur l'architecture. La première leçon portera sur les matériaux. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'architecture ? Eh bien l'architecture est l'art de construire toutes sortes de bâtiments, civils ou religieux, des ponts, des aqueducs, des ports, des théâtres et bien d'autres. La préoccupation de l'architecte est à la fois fonctionnelle et esthétique. Chaque édifice a une fonction bien précise. Loger, avec une maison, un immeuble, protéger, via des fortifications, soigner, via un hôpital, instruire, via une école, voyager, via un aéroport, une gare, voire servir à des fonctions religieuses, un temple, une église, une mosquée. Dans son traité de l'architecture, l'architecte et théoricien latin Vitruve explique que l'architecte doit tenir compte de 3 critères. La beauté, la fonction et la solidité de la structure. Cette solidité passe par un choix avisé des matériaux dont la nature et l'usage sont également décrits par Vitruve. Étudions à notre tour ces matériaux et leurs fonctions. Dans l'architecture, les contraintes matérielles et techniques sont beaucoup plus considérables que dans les autres arts. L'architecture primitive est faite de matériaux légers. Dans le cas d'une économie nomade, il peut s'agir de bois et de peau, voire de feutre, d'un agglomérat de poils de chèvre, de mouton ou de chameau. La maison peut être démontée et déplacée à volonté, telles les tentes préhistoriques, les tipis amérindiens ou les yourtes d'Asie centrale. Dans les pays pauvres où la végétation est rare, ainsi que pour la plupart des rivages méditerranéens, le matériau traditionnel est l'adobe, une brique d'argile crue mêlée à de l'eau et parfois à de la paille, puis séchée au soleil. Vers 8000 ans avant notre ère, l'adobe est utilisé pour la construction de Jéricho, l'une des plus anciennes villes du monde. La citadelle de Bam, en Iran, presque entièrement détruite en 2003 par un tremblement de terre, les mosquées de Tombouctou ou de Dengé, au Mali, le complexe Inca de Tambú, Colorado, au Pérou, ou encore le site de Chan Chan, au Pérou, ont été édifiés avec ce matériau. Au Mexique, en Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, Argentine et dans le sud et le nord du Chili, les maisons en adobe sont encore le patrimoine de beaucoup de familles pauvres qui conservent cette tradition depuis des temps immémoriaux. Les anciennes maisons des pays tempérés, notamment en Europe, sont aussi faites en partie de terre et de fibres végétales, pisées ou torchis, utilisées cependant comme remplissage dans une ossature de bois, dite accolombage, disponible grâce à l'abondance des forêts. Le pisé se compose d'un mortier de terre battu au pisoir entre 2 branches. Quant au torchis, il s'agit d'une terre grasse détrempée avec de l'eau et mêlée de foin ou de paille coupée associée à un clayonnage. Les briques de terre crue apparaissent en Mésopotamie dès le 10e millénaire avant Jésus-Christ. Ces pains modelés à la main, puis entre 2 planches de bois, présentent souvent des trous ou des nervures afin de faciliter l'adhérence du mortier. Les briques de terre crue sont employées dans les constructions monumentales et les simples maisons de la Mésopotamie, du delta du Nil et du bassin de l'Indus. Parmi les sites en terre les plus remarquables de l'Asie, on trouve la cité mésopotamienne de Mari en Syrie, la cité Harappa au Pakistan et le complexe élamite de Chogha Zambil en Iran. Le bois constitue un matériau de choix pour les premiers constructeurs. Résistant à la compression, mais surtout à la flexion, il est dans les pays forestiers le matériau employé de manière quasi irremplaçable dans la confection des planchers. La quasi-totalité des anciennes réalisations en bois ont toutefois malheureusement disparu, du fait de la grande vulnérabilité du matériau. Le bois servit également à construire des palissades défensives et des charpentes. La latérite est un matériau exploité dans les régions montagneuses de Malabar en Inde. Il s'agit d'un dépôt furuginisé situé à faible profondeur dans le sol. Lorsqu'il est frais, il peut être facilement découpé en blocs réguliers à l'aide d'un instrument tranchant. Exposé à l'air, il durcit rapidement et résiste alors remarquablement aux agents météorologiques. Il est alors employé tel une brique et visible dans de nombreux temples d'Angkor.
Les pailles de blé, de seigle ou les tiges des roseaux rassemblées en bottes sont des matériaux anciens. Le roseau se trouve majoritairement dans les milieux aquatiques. Il croît de préférence sur les plateaux sablonneux élevés ou bas des rivières, des fleuves ou des eaux stagnantes à condition qu'elles ne soient pas trop profondes, ainsi qu'au bord des fossés, des canaux, des clôtures, des ruisseaux ou le long des digues intérieures. Aux Pays-Bas et en Belgique, au XIXe siècle, les roseaux couvrent les habitations, granges et étables et remplacent la paille. Bien que le roseau brûle facilement, il offre fraîcheur en été et chaleur en hiver. Un toit de roseau, bien confectionné, laisse passer moins de pluie et de neige qu'un toit de tuiles. Son poids est bien moindre et n'exige pas de support aussi solide. Les Celtes et les Germains utilisaient le roseau en couverture déjà. Les constructions de roseaux sont encore visibles aujourd'hui en Irak, chez les Arabes des Marais. Les roseaux les plus grands et les plus épais sont regroupés en colonnes, puis courbés et attachés pour former des arcs. Le bambou est utilisé en Chine dans la fabrication des palissades et des maisons, et cela depuis la préhistoire. Le bambou a une tige droite et creuse, riche en silice, à la croissance très rapide. Il possède à la fois une grande force de souplesse et de résistance. La tige du bambou est généralement aussi dure que la corne et durcit en vieillissant. La culture du bambou nécessite de grands soins. Ce dernier doit être coupé durant une saison sèche afin d'être résistant. Il doit ensuite être maintenu debout dans un endroit sec et ventilé durant 1 mois. Et enfin, les tiges de bambou sont passées au four afin de les assécher. Si le bambou est exposé à un feu trop vif, il se fend, les tissus se disjoignent, ou bien il se tord. Les maisons dans les provinces chaudes en Chine, en Cochinchine et en Malaisie sont généralement faites de bambou. Les habitations de Malaisie sont couvertes de feuilles de bambou que l'on recouvre d'une couche de résine. Ces logements offrent 2 avantages. Le premier, de conserver la fraîcheur, et le second, de résister aux tremblements de terre. L'homme a commencé à creuser le sol avec des outils rudimentaires en bois, corne ou os pour les sols meubles, en silex pour les roches. Pour façonner les roches tendres, il a donc recours à des outils de roches dures. Mais pour façonner les roches dures, il doit attendre l'avènement des métaux, des abrasifs puissants comme le diamant, puis des explosifs. Des pierres, prélevées à l'état brut, sont utilisées dans la construction des murs en pierre sèche. Les premières exploitations se font naturellement par ramassage des pierres à la surface du sol. Les cailloux arrondis des rivières sont un matériau de choix, mais sont difficiles à mettre en œuvre sans mortier. On les cimente donc au moyen de mortiers d'argile. La recherche de pierres de plus en plus en profondeur conduit à l'établissement des carrières, ciel ouvert ou souterraines. Des monuments sans mortier sont érigés à différentes époques, collectivement appelés mégalithes. Les plus anciens datent de la préhistoire. Dans le monde antique, s'impose progressivement la nécessité de trouver les pierres les plus aptes à la construction. Un travail qui nécessite des connaissances techniques. L'artisan doit savoir extraire les blocs, les transporter et les ajointer. Les pierres de taille géante, dites cyclopéennes, sont l'orgueil des civilisations anciennes, qui en font les murs de leurs cités et les bases de leurs monuments, de la Grèce mycénienne à la Sardaigne et à l'Amérique précolombienne. Fabriquée également avec de l'argile dans des moules, la brique cuite a été pleine jusqu'au XIXe siècle, creuse ensuite et d'autant plus légère et déplaçable du lieu de production au chantier de construction. La cuisson de la brique est expérimentée en 2500 ans avant notre ère en Mésopotamie et dans la vallée de l'Indus. La porte d'Ishtar en Irak ou le palais de Darius Ier à Suse en Iran montrent l'usage maîtrisé des décors en briques de terre cuite émaillées et colorées. Vers 1900 ans avant notre ère, elle a servi à l'édification de Babylone en Mésopotamie. L'essor de la production de fonte, de fer et d'acier modifie de manière fondamentale la manière de construire. Jusque-là limitée par l'utilisation du bois et de matériaux exclusivement sollicités à la compression, tels la pierre ou la brique, la construction de bâtiments de grande dimension aux performances structurelles inégalées est rendue possible par l'usage de l'acier. L'acier se retrouve dans des projets de gares, de halles et de ponts. La pierre, détrônée, se retrouve en façade ou en pied de structure.
L'acquisition des connaissances pour ce type de structure est encore plus complexe que pour la construction en pierre ou en bois. Dans les années 1930, le soudage modifie de manière fondamentale les techniques de fabrication. Le premier pont en fonte, l'Iron Bridge, construit en 1779 par Abraham Darby III à Coalbrookdale, est le signal de départ de la révolution industrielle anglaise. À l'ère de la fonte succède l'ère du fer forgé, suivi de près par l'ère de l'acier. Le Heights Lovell Bridge est un grand pont en fer forgé conçu par l'ingénieur Robert Stephenson dans le nord-est de l'Angleterre, ainsi que le pont de Forth à Édimbourg en Écosse. Le pont Alexandre III, construit pour l'exposition universelle de 1900 à Paris, est l'un des premiers ponts en acier. En 1837, la ferme Polonceau transforme la manière de concevoir un espace ouvert. Début 19e siècle, l'acier sera concurrencé par le béton armé. Certains inventeurs perçoivent très tôt le bénéfice que l'on peut tirer d'une pierre artificielle obtenue par moulage d'un mortier de ciment. En 1849, le jardinier Joseph Monnier invente le ciment armé. En 1867, François Hennebique brevette un immeuble en béton aggloméré qui substitue le béton armé au ciment armé. Suivront en 1879 la première dalle en béton de ciment armé et les poutres creuses en béton armé moulé d'avance en 1892. Peu à peu, les Européens vont rejeter la révolution industrielle, prenant conscience de ses effets néfastes, tels que le travail des jeunes enfants, la pollution, l'exode rural, le développement du prolétariat. À la fin du XXe siècle, le verre s'imposera également dans la construction, associé au béton et au métal. La construction, comme tout autre secteur de l'industrie, doit reconsidérer tous ces processus, eu égard aux enjeux écologiques qui se sont profilés dès le milieu du XXe siècle. Épuisement des ressources naturelles, réchauffement climatique, surpopulation. Le premier choc pétrolier de 1973 aboutit, pour des raisons uniquement économiques dans les climats froids et tempérés, et surtout dans les pays occidentaux, à un nouveau type de construction faisant un usage intensif de l'isolation thermique. Sa mise en pratique impose de telles contraintes constructives que sa mise en œuvre ne se fait pas immédiatement de manière rigoureuse. Le protocole de Kyoto, en 1997, visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, réglemente l'usage du béton et de la brique. Le bois fait donc son grand retour dans le contexte écologique du XXIe siècle. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. La semaine prochaine, nous verrons l'évolution des techniques de construction telles la roue, l'arc, la poulie ou l'ascenseur. En attendant, je vous souhaite une bonne journée.